Le Louvre organise cette année une exposition Jacques-Louis David, célébrer les 200 ans de la disparition de cet artiste au tableau si célèbre. David, c'est l'homme des images iconiques, présent dans tous nos manuels scolaires. Un peintre qui voulait inventer un nouveau langage pictural, loin des frivolités de la peinture du XVIIIe siècle, de Fragonard et de Boucher. L'image d'un homme vertueux, comme ces Horaces, prêts à mourir pour défendre leur patrie, dans une esthétique qu'il va construire en regardant l'Antiquité romaine. David, c'est le peintre aussi de tous les régimes. Avec les Sabines, on voudra voir l'image de la réconciliation, d'un artiste très impliqué dans la Révolution française, qui a voté la mort du roi et qui en 1799 s'apprête à devenir le peintre de l'Empire. Et David, c'est aussi l'auteur d'une des plus grandes toiles du Louvre, le Sacre. Le Sacre de 1804, dans la cathédrale Notre-Dame, quelque peu modifié pour l'occasion. Un tableau gigantesque, véritable galerie de portraits. Et ce ne sont pas ces images-là qui nous intéressent aujourd'hui, mais bien le David portraitiste. Et tous ces portraits, dans l'exposition, ont tous un point commun. Ce point commun, c'est le châle. En effet, en moins de 15 ans, le châle est devenu un produit de luxe, symbole de réussite sociale, qui restera à la mode jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le mot châle est emprunté à l'hindi en passant par le persan. Ce terme exotique s'est fixé dans son orthographe actuelle vers 1670. Le châle est une pièce de tissu qui va devenir incontournable dans la mode du XIXe siècle. Il est vraisemblablement arrivé dès le XIIe siècle, en Europe orientale grâce aux migrations des peuples roms. Les croisades ont certainement aussi participé à la diffusion de cet accessoire vestimentaire. Mais l'Europe occidentale ne découvrira que plus tard le châle. Venus de l'Empire mongol, en Inde, ils arrivèrent dans un premier temps au XVIIIe siècle, apportés par les officiers anglais et français, ou encore par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes. Il est déjà à l'époque un produit de luxe, un cadeau prestigieux que l'on ramène d'un séjour en Orient. Il est produit dans les vallées du Cachemire, à partir de la laine pashmina, une matière exceptionnellement douce. Il est obtenu à partir du sous-poil, long et soyeux, des chèvres du Cachemire, et appartient à la catégorie des textiles issus d'espèces endémiques, dont la production et la fabrication sont exclusivement liées à la région d'origine des caprins, le Cachemire. En effet, pendant les hivers rigoureux de l'Himalaya, les chèvres, pour se préserver du vent glacial, entre moins 30 et moins 40 degrés, vont développer un duvet serré de poils fins et souples qui vient doubler leur pelage. Autrefois, on ramassait ce duvet lorsque les chèvres les abandonnaient au printemps sur les arbres et les broussailles. Les poils de chèvre seront lavés dans les eaux des rivières du Cachemire, puis teintés et ensuite travaillés en tissage et en broderie. Il faut compter 1 à 3 ans pour achever une pièce réalisée par 3 artisans. C'est avec les campagnes d'Égypte que le châle va connaître la gloire en France. Napoléon, depuis l'Égypte, en envoie déjà à son épouse Joséphine. Il va devenir en effet l'un des marqueurs vestimentaires de la future impératrice, qui pourtant ne les aimait pas beaucoup au départ, comme elle l'écrira à son fils Eugène. Par la suite, elle deviendra une grande consommatrice, les transformant en robes, comme on le voit ici, ou alors en jeté de lit, ou encore en coussin pour ses chiens. Dans ce portrait, elle porte un châle à la fois autour de la taille et sur l'épaule, mais on voit que la robe elle-même s'inspire du châle. Elle affiche ici ses passions, la mode, mais aussi la botanique, en posant à côté des hortensias, à qui elle a donné le prénom de sa fille, Hortense. Les inventaires dressés tout au long de la vie de Joséphine évoquent la grande collection de châles. Plus de 90 châles sont présents dans ces inventaires de 1804, dont 60 en Cachemire. Une vraie fortune. L'inventaire de 1814, alors qu'elle est divorcée de Napoléon et que son train de vie a largement diminué, évoque encore la présence de 45 châles en Cachemire dans ses placards. En 1906, l'ambassade du sultan ottoman, venue se présenter à l'empereur, apporte un collier de perles, mais aussi des parfums et des châles, dont certains sont attribués aux dames du palais, une fois que l'impératrice a choisi les plus beaux. Les ambassadeurs ottomans sont présents eux aussi sur le Sacre de David. La complexité géopolitique de l'époque, notamment les guerres qui opposent l'Empire à la Grande-Bretagne, Napoléon va alors soutenir l'essor d'une nouvelle industrie appelée industrie châlière. Christophe Oberkampf crée des imitations. Louis Ternaux introduit en France des races de moutons nécessaires à la production de laine. Il est l'inventeur des premiers cachemires européens. Et oui, parce que le véritable châle de Cachemire coûte une petite fortune, entre 400 et 10 000 francs, en fonction de son origine et de sa technique de fabrication. On cherche donc à produire dans toute l'Europe son propre châle. Guillaume Ternaux fait porter ses produits par l'impératrice, s'assurant ainsi d'une grande notoriété. Les Britanniques vont aussi se lancer dans la production de châles moins coûteux,
notamment en Écosse dans la ville de Paisley. La production des châles écossais est reconnaissable à une laine plus lourde, des couleurs légèrement plus sourdes et surtout un motif emprunté à la civilisation orientale qui deviendra une sorte de signature, le boté ou buta, un des motifs préférés, un motif en forme de feuille qu'on retrouvera aussi dans la joaillerie et dans bien d'autres métiers du luxe. Le Second Empire verra l'apogée du châle. Sous Napoléon III et l'impératrice Eugénie, le châle atteint son âge d'or absolu. Il faut dire que la robe à crinoline devient de plus en plus volumineuse et circulaire. Elle peut atteindre les 3 mètres d'envergure. Et il faut plus d'une dizaine de mètres de tissu pour habiller ces structures, réalisées principalement au milieu du siècle dans les ateliers Thomson et Peugeot, qui vont en produire près de 5 millions par an, d'une grande légèreté puisqu'elle pèse à peu près 500 grammes. Le châle sera particulièrement pratique pour pouvoir habiller ces robes. Par leur ampleur, ils peuvent entourer la jupe dans son entier. Le châle est partout, dans les bals, les portraits officiels, la littérature romantique, la peinture académique. Il est l'emblème d'une féminité raffinée et discrète. Le châle reste un objet coûteux que les dames apprennent à plier, à transformer pour faire croire qu'elles en ont plusieurs quand elles n'en ont qu'un. Le châle inspire la mode, devenant un motif dont on fait les robes elles-mêmes. Il peut mesurer alors 3 mètres sur 1,50 m. Il est parfois tellement imposant qu'il faut l'épingler sur les tenues. Dans les années 1830, Amédée Couder s'associe à un fabricant, Gossan, pour imiter un nouveau style, le style dit Renaissance, inspiré plus par les arts islamiques et persans, par les arts persans que par les arts moghols. A l'inverse, les innovations occidentales finissent par toucher les productions indiennes. À la belle saison, les châles de grenadine protègent les épaules des dames. C'est une étoffe de soie fine et transparente, proche de la gaze, qui permet la production de châles légers. Pour les soirées d'été, la mode est à la dentelle noire, principalement la dentelle de Chantilly. Le châle est tellement présent qu'il est même utilisé pour habiller les intérieurs au XIXe siècle. Il va toutefois connaître un déclin progressif à partir de la chute du Second Empire. La mode change radicalement, la silhouette féminine se transforme, la crinoline disparaît, et les capes et les manteaux structurés vont remplacer les étoffes flottantes. Le châle, encombrant, est désormais associé au passé et progressivement abandonné. Il faut dire que plusieurs facteurs accélèrent son déclin. L'industrialisation, qui banalise l'objet et lui fait perdre de son prestige, le goût victorien, qui préfère la sobriété, et le travail féminin croissant, qui privilégie des vêtements plus pratiques. Bref, le châle est devenu un objet commun, sentimental, folklorique ou ethnographique. C'était l'art de presque savoir, presque une conférence, et pour d'autres histoires, c'est avec Art et Savoir, toutes nos prestations en description de la chaîne. Et bien sûr, toutes nos autres vidéos sont disponibles. À bientôt!